Les dernières générations, grâce aux découvertes de la science et à la technique, nous ont offert un magnifique présent de valeur. Nous pourrons nous libérer et embellir notre vie comme jamais avant d'autres générations ne le purent. Mais ce présent apporte par lui-même des dangers pour notre vie, comme jamais auparavant. Aujourd'hui, le destin de l'humanité civilisée repose sur les valeurs morales qu'il peut susciter en elle-même. C'est pourquoi la tâche de notre époque n'est en rien moins aisée que les tâches accomplies par les dernières générations. Le besoin des hommes en nourriture et en biens d'usage courant peut être satisfait au bout d'un nombre d'heures de travail infiniment plus réduit. En revanche, le problème de la répartition du travail et des produits fabriqués s'avère de plus en plus difficile. Nous réalisons tous que le libre jeu des forces économiques, l'effort désordonné et sans frein des individus pour acquérir et dominer ne conduisent plus automatiquement à une solution supportable de ce problème. Il faut un ordre planifié pour la production des biens, l'emploi de la main-d'œuvre et la répartition des marchandises fabriquées. Car il s'agit d'éviter la disparition menaçante de ressources productives importantes, l'appauvrissement et le retour à l'état sauvage d'une grande partie de la population. Mais si dans la vie économique, l'égoïsme, monstre sacré, entraîne des conséquences néfastes dans la vie politique internationale, il cause des ravages plus atroces. Maintenant, les progrès de la technique militaire permettent l'extermination de toute vie humaine, à moins que les hommes ne découvrent et très vite les moyens de se protéger contre la guerre. Cet idéal est capital et les efforts déployés jusqu'à aujourd'hui pour l'atteindre restent encore dérisoirement insuffisants. On cherche à pallier le danger par une diminution des armements et par des règles limitatives dans l'exercice du droit de la guerre. Mais la guerre n'est pas un jeu de société où des partenaires respecteraient les règles scrupuleusement. Quand il s'agit d'être ou de ne pas être, règles et engagements ne valent rien. Le rejet inconditionnel de la guerre seul peut nous sauver, car la création d'une cour internationale d'arbitrage ne suffit absolument pas en cette circonstance. Il faudrait que les traités fournissent aussi l'assurance que les décisions de cette cour seront appliquées collectivement par toutes les nations. Enlever cette certitude, les nations ne prendront jamais le risque de désarmer réellement. Imaginons les gouvernements américains, anglais, allemands, français exigent du gouvernement japonais la cessation immédiate des hostilités contre la Chine sous peine d'un boycott strict de toutes les marchandises made in Japon. Croyez-vous qu'un gouvernement japonais assumerait pour son pays un risque aussi dangereux? Or, contre toute évidence, cela ne se produit pas. Pourquoi? Chaque personne, chaque nation tremble réellement de peur pour son existence. Pourquoi? Parce que chacun n'envisage que son profit immédiat et méprisable et ne veut pas considérer d'abord le bien et le profit de la communauté. C'est pourquoi, au début, je vous déclarais que le destin de l'humanité repose essentiellement et plus que jamais sur les forces morales de l'homme. Si nous voulons une vie libre et heureuse, il y faudra nécessairement
renoncement et restriction. Où puiser les forces pour une telle modification? Certains, dès leur jeunesse, ont eu la possibilité d'affermir leur esprit par l'étude et de garder un jugement clair. Ce sont les anciens. Ils vous regardent et ils attendent de vous que vous luttiez de toutes vos énergies pour obtenir enfin ce qui nous a été refusé. Au lieu d'autoriser le service militaire en Allemagne, on devrait l'interdire dans tous les pays et n'admettre d'autres armées que celles des mercenaires sur l'importance et l'armement desquels on pourrait discuter. La France se rassurerait par cette mesure, alors qu'elle se satisfait de la compensation faite à l'Allemagne. Et ainsi, on interdirait le désastre psychologique provoqué par l'éducation militaire du peuple et on empêcherait la mort des droits de l'individu inhérente à cette pédagogie. Quel évident avantage pour deux États, en plein accord, que de régler leurs conflits inévitables par l'arbitrage. Et quel progrès que d'unifier leur organisation militaire professionnelle en un seul corps de cadres mixtes. Quelle économie financière et quel accroissement de sécurité pour ces deux pays. Un tel arrangement pourrait inciter à des unions de plus en plus étroites et même aboutir à une police internationale qui se réduirait au fur et à mesure que la sécurité internationale croîtrait. Voulez-vous discuter de cette proposition-suggestion avec nos amis? Je ne cherche pas à la défendre particulièrement, mais je crois indispensable de nous présenter avec des programmes concrets, car rester sur la défensive ne présente aucun intérêt stratégique. Très cher Monsieur Freud, j'ai toujours admiré chez vous la passion de découvrir la vérité. Elle l'emporte surtout. Vous expliquez avec une clarté irrésistible combien, dans l'âme humaine, les instincts de lutte et d'anéantissement sont étroitement imbriqués avec les instincts d'amour et d'affirmation de la vie. Vos exposés rigoureux révèlent en même temps ce désir profond et ce noble idéal de l'homme voulant se libérer complètement de la guerre. À cette profonde passion se reconnaissent tous ceux qui, au-delà de leur temps, au-delà de leur nation, ont été jugés des maîtres spirituels ou moraux. Nous découvrons le même idéal chez Jésus-Christ, chez Goethe ou Kant. N'est-ce pas très significatif de voir que ces hommes ont été universellement reconnus comme des maîtres alors que leur volonté de structurer les relations humaines aboutit à l'échec? Je suis persuadée que les hommes exceptionnels, jouant leur rôle de maître grâce à leurs travaux, même dans un cercle très restreint, participent à ce même noble idéal. Ils n'influencent pas énormément le monde politique. En revanche, le sort des nations dépend, semble-t-il, inévitablement d'hommes politiques, sans aucun scrupule et sans aucun sens de la responsabilité. Ces chefs de ces gouvernements politiques obtiennent leur place soit par la violence, soit par des élections populaires. Ils ne peuvent pas apparaître comme une représentation de la partie intellectuelle et moralement supérieure des nations. Quant à l'élite intellectuelle, elle n'exerce aucune influence sur le destin des peuples. Trop dispersée, elle ne peut ni œuvrer, ni collaborer quand il s'agit de résoudre un problème urgent. Alors, n'estimez-vous pas qu'une libre association de personnalités, leur action et leur création antérieure, garantissant leur capacité et la sincérité de leur volonté, pourrait réellement proposer un programme nouveau? Cette communauté de structure internationale dans laquelle les membres s'imposeraient de rester en contact par un échange permanent de leurs opinions pourrait prendre position dans la presse, mais toujours sous la responsabilité ponctuelle des signataires, pourrait exercer dans la résolution d'un problème politique
une influence signifiante et moralement saine. Évidemment, une telle communauté connaîtrait les mêmes inconvénients qui, dans les académies savantes, provoquent si souvent de lourds échecs. Ce sont les risques inhérents, indissolublement liés à la faiblesse de la nature humaine. Malgré tout, ne faut-il pas tenter une telle association? Je vois dans une telle entreprise un devoir impératif. Si une telle association intellectuelle arrivait à se créer, elle devrait essayer systématiquement de dresser les organisations religieuses contre la guerre. Elle donnerait une force morale à beaucoup de personnalités dont la bonne volonté est stérilisée par une résignation pénible. Je crois enfin qu'une association comprenant de tels membres, inspirant un immense respect, justifié par leurs œuvres intellectuelles, offrirait un appui moral précieux à ces forces de la Société des Nations qui consacrent réellement leurs activités au noble idéal de cette institution. Je vous soumets ces idées, à vous plus volontiers qu'à un autre, parce que vous êtes moins que quiconque vulnérable aux chimères que votre esprit critique se fonde sur un sentiment très approfondi de la responsabilité. La réalisation d'un plan de désarmement, c'est d'autant plus compliqué qu'on envisageait pas clairement en général l'énorme complexité du problème. En général, la plupart des objectifs s'obtiennent par paliers successifs. Rappelons-nous par exemple la transformation de la monarchie absolue en démocratie. Mais ici, l'objectif ne souffre aucun palier. En effet, tant que la possibilité de la guerre n'est pas radicalement supprimée, les nations ne se laisseront pas déposséder de leur droit de s'organiser militairement le mieux possible pour écraser l'ennemi d'une future guerre. On ne pourra pas éviter que la jeunesse ne soit élevée dans les traditions guerrières, ni que la dérisoire fierté nationale ne soit exaltée parallèlement à la mythologie héroïque du guerrier. Aussi longtemps qu'il faudra faire vibrer chez les citoyens cette idéologie pour une résolution armée des conflits. S'armer signifie exactement cela. Non pas approuver et organiser la paix, mais dire oui à la guerre et la préparer. Alors, donc, il ne faut pas désarmer par étapes, mais en une seule fois ou jamais. La réalisation dans la vie des nations d'une structure si profondément différente implique une force morale nouvelle et un refus conscient de traditions profondément enracinées. Celui qui n'est pas prêt à remettre en cas de conflit et sans condition le destin de son pays aux décisions d'une cour internationale d'arbitrage et qui n'est pas prêt à s'y engager solennellement, sans réserve, par un traité, n'est pas réellement décidé à éliminer les guerres. La solution est claire, tout rien. Jusqu'à présent, les efforts entrepris pour assurer la paix ont échoué, parce qu'ils n'ambitionnent que des résultats partiels insuffisants. Désarmement et sécurité ne se conquièrent qu'ensemble. La sécurité n'est réelle que si toutes les nations prennent l'engagement d'exécuter parfaitement les décisions internationales. Nous sommes donc à la croisée des chemins. Ou bien nous prendrons la route de la paix, ou bien la route déjà fréquentée de la force aveugle, indigne de notre civilisation. Voilà notre choix et nous en sommes responsables. D'un côté, liberté des individus et sécurité des communautés nous attendent. De l'autre, servitude des individus et anéantissement des civilisations nous menacent. Notre destin sera comme nous le voudrons. Puis-je commencer par une profession de foi politique? La voici.
L'État est créé pour les hommes et non l'inverse. On peut tenir le même raisonnement pour la science ou pour l'État. Vieille maxime façonnée par des êtres situant la personne humaine au sommet de la hiérarchie des valeurs. J'aurais honte de les répéter si elles n'étaient pas toujours menacées de sombrer dans l'oubli, surtout en notre époque d'organisation et de routine. Or, la tâche essentielle de l'État consiste bien en ceci: protéger l'individu, lui offrir la possibilité de se réaliser en tant que personne humaine créatrice. L'État doit être notre serviteur et nous n'avons pas à en être les esclaves. Cette loi fondamentale est bafouée par l'État quand il nous contraint par la force au service militaire et à la guerre. Notre fonction d'esclave s'exerce alors pour anéantir les hommes d'autres pays ou pour nuire à la liberté de leur progrès. Nous n'avons le devoir de consentir certains sacrifices à l'État que s'il contribue au progrès humain des individus. Ces propositions, peut-être, paraissent évidentes pour un Américain, mais pas pour un Européen. Pour cette raison, nous espérons que le combat contre la guerre éveillera un écho puissant chez les Américains. Parlons maintenant de cette conférence du désarmement. Quand on y réfléchit, faut-il sourire, pleurer ou espérer? Représentez-vous une ville habitée par des citoyens irascibles, malhonnêtes et querelleurs? On y éprouverait sans cesse le risque de mourir, et donc sans cesse cette terrible angoisse neutralisant toute évolution normale. L'autorité de la ville veut alors supprimer ces conditions épouvantables. Mais chacun des magistrats et des concitoyens n'accepte pas, sous aucune condition, qu'on lui interdise de porter un poignard à la ceinture. Après de très longues années de préparation, l'autorité de la ville se décide à débattre le problème publiquement et propose ce thème de discussion. Longueur et affûtage du poignard individuel autorisé à la ceinture pendant les promenades. Tant que les citoyens conscients ne prendront pas les devants grâce à la loi, à la justice et à la police pour interdire les coups de couteau, la situation reste inchangée. La détermination de la longueur et de l'affûtage des poignards autorisés ne favorisera que les violents et les belliqueux et leur soumettra les plus faibles. Vous comprenez tout le sens de cette comparaison? Nous avons en effet une société des nations et une cour d'arbitrage, mais la Société des Nations ressemble davantage à une salle de réunion qu'à une assemblée et la Cour n'a pas les moyens de faire respecter ses verdicts. En cas d'agression contre lui, aucun État ne trouve de sécurité au prix de la Société des Nations. N'oubliez donc pas cette évidence quand vous apprécierez la position de la France et son refus de désarmer sans sécurité. Vous jugerez alors moins sévèrement qu'on ne le fait d'habitude. Chaque peuple doit comprendre et vouloir les limitations nécessaires de son droit de souveraineté. Chaque peuple doit intervenir et s'associer aux autres peuples contre tout contrevenant aux décisions de la Cour, officiellement ou secrètement. Sinon, nous maintiendrons ce climat général d'anarchie, de menace. La souveraineté illimitée des différents États et la sécurité en cas d'agression sont des propositions inconciliables. Malgré tous les sophismes, aura-t-on besoin encore de nouvelles catastrophes pour inciter les États à s'engager à exécuter toute décision de la Cour internationale de justice? Sur les bases de sa récente évolution, notre espérance dans le proche avenir reste réduite. Mais chaque ami de la civilisation et de la justice doit se battre pour convaincre ses semblables de l'inéluctable nécessité de cette obligation internationale entre les États. On objectera à juste titre que cette conception valorise trop le système juridique, mais néglige les psychologies nationales et les valeurs morales. On souligne que le désarmement moral devrait précéder le désarmement matériel. On affirme aussi avec vérité que le plus grand obstacle à l'ordre international consiste dans ce nationalisme exacerbé, dénommé illusoirement et sympathiquement patriotisme. En effet, dans les 150 dernières années, cette divinité a acquis une puissance criminelle, angoissante et extraordinaire.
Pour surmonter cette objection, il faut réaliser et se convaincre que les facteurs rationnels et humains se conditionnent réciproquement. Les systèmes dépendent étroitement de conceptions traditionnelles, sentimentales, épuisent leur raison d'exister et de se protéger. Mais les systèmes élaborés, à leur tour, influencent puissamment les conceptions traditionnelles, sentimentales. Le nationalisme actuellement, partout développé de manière si dangereuse, se déploie parfaitement à partir de la création du service militaire obligatoire ou, bel euphémisme, de l'armée nationale. L'État exigeant de ses citoyens le service militaire se voit obligé d'exalter en eux le sentiment nationaliste, base psychologique des conditionnements militaires. À côté de la religion, l'État doit glorifier dans ses écoles, aux yeux de sa jeunesse, son instrument de force brutale. L'introduction du service militaire obligatoire, voilà la principale cause, à mon sens, de la décadence morale de la race blanche. Ainsi, se pose déjà la question de la survie de notre civilisation et même de notre vie. Ainsi, le puissant courant de la Révolution française apporte d'innombrables avantages sociaux, mais aussi cette malédiction qui, en si peu de temps, a frappé tous les autres peuples. Celui qui veut développer le sentiment international et combattre le chauvinisme national doit donc combattre le service militaire obligatoire. Les violentes persécutions auxquelles sont en but ceux qui, pour des raisons morales, refusent d'accomplir le service militaire sont tellement ignominieuses pour l'humanité que les persécutions auxquelles étaient exposés dans les termes passés les martyrs de la religion, ose-t-on hypocritement proclamer la guerre hors la loi, comme le fait le pacte Kellogg, alors qu'on livre des individus sans défense à la machine meurtrière de la guerre dans n'importe quel pays? Si dans l'esprit de la conférence du désarmement, nous ne voulons pas nous limiter à l'aspect du système juridique, mais si nous désirons aussi y inclure loyalement et pratiquement l'aspect psychologique, il faut chercher à offrir à tout individu, par le biais international, une possibilité légale de dire non au service militaire. Une telle initiative juridique susciterait indubitablement un puissant mouvement moral. Résumons-nous, de simples conventions sur les réductions d'armement ne procurent nullement la sécurité. La Cour d'arbitrage obligatoire doit disposer d'un exécutif garanti par tous les États participants. Il interviendrait par sanctions économiques et militaires contre l'État briseur de paix. Le service militaire obligatoire doit être combattu puisqu'il constitue le foyer principal d'un nationalisme morbide. Les objecteurs de conscience doivent donc tout particulièrement être protégés internationalement. Ce que l'ingéniosité des hommes nous a offert dans ces 100 dernières années aurait pu faciliter une vie libre et heureuse si le progrès entre les humains s'effectuait en même temps que les progrès sur les choses. Or, le résultat laborieux ressemble pour ceux de notre génération à ce que serait un rasoir pour un enfant de 3 ans. La conquête de fabuleux moyens de production n'a pas apporté la liberté, mais les angoisses et la faim. Pire encore, les progrès techniques fournissent les moyens d'anéantir la vie humaine et tout ce qui a été durement créé par l'homme. Nous, les anciens, avons vécu cette abomination pendant la guerre mondiale, mais plus ignoble que cet anéantissement, nous avons vécu l'esclavage ignominieux, où l'homme se voit entraîné par la guerre. N'est-il pas épouvantable d'être contraint par la communauté d'accomplir des actes que chacun, face à sa conscience, juge criminels? Or, peu d'êtres ont révélé une telle grandeur d'âme qu'ils ont refusé de les commettre. À mes yeux, pourtant, ils sont les vrais héros de la guerre mondiale. Il y a une lueur d'espoir. J'ai l'impression aujourd'hui que les chefs responsables des peuples ont sincèrement l'intention et la volonté d'abolir la guerre. La résistance à ce progrès absolument nécessaire s'échafaude sur les traditions malsaines des peuples. Elles se transmettent de génération en génération à travers le système d'éducation comme un chancre héréditaire. Le principal défenseur de ces traditions, c'est l'instruction militaire et sa glorification. Et toute cette fraction de la presse liée aux industries lourdes ou d'armement
Sans désarmement, pas de paix durable. Inversement, les armements militaires ininterrompus dans les normes actuelles conduisent inéluctablement à de nouvelles catastrophes. Aussi, la conférence sur le désarmement de 1932 sera décisive pour cette génération et la suivante. Les conférences précédentes ont abouti à des résultats, avouons-le, désastreux. Donc, il s'impose à tous les hommes perspicaces et responsables de conjuguer toutes leurs énergies pour cristalliser de plus en plus l'opinion publique sur le rôle essentiel de la conférence de 1932. Si dans leur pays, les chefs d'État incarnent la volonté pacifique d'une majorité résolue, alors et seulement ils pourront réaliser cet idéal. Chacun par ses actions et par ses paroles peut aider à la formation de cette opinion publique. L'échec de la conférence serait assuré si les délégués s'y présentaient avec des instructions définitives, dont l'acceptation se transformerait en affaire de prestige. Cette politique paraît être déjouée, car les réunions de diplomates, délégation par délégation, réunions fréquentes ces derniers temps, ont été consacrées à préparer solidement la conférence par des discussions sur le désarmement. Cette procédure me semble très heureuse. En effet, deux hommes ou deux groupes peuvent travailler dans un esprit judicieux, sincère et dépassionné. S'il n'intervient pas un troisième groupe dont il faut tenir compte dans le débat, et si la conférence est préparée selon cette procédure, si les coups de théâtre en sont exclus, et si une véritable bonne volonté instaure un climat de confiance, alors seulement nous pouvons espérer une issue favorable. Dans ce genre de conférence, le succès ne dépend pas de l'intelligence ou de l'adresse, mais de l'honnêteté et de la confiance. La valeur morale ne peut pas être remplacée par la valeur intelligente, et j'ajouterai, Dieu merci. L'être humain ne peut se contenter d'attendre et de critiquer. Il doit se battre pour cette cause, autant qu'il le peut. Le destin de l'humanité sera tel que nous le préparerons. Les Américains d'aujourd'hui sont tracassés par la situation économique de leur pays et ses conséquences. Les dirigeants, conscients de leurs responsabilités, s'appliquent essentiellement à résoudre la crise affreuse du chômage en leur propre pays. Le sentiment d'être lié au destin du reste du monde et particulièrement à celui du reste de l'Europe, la mère patrie, se retrouve moins vivace qu'en temps normal. Mais l'économie libérale ne résoudra pas automatiquement par elle-même ses propres crises. Il faut un ensemble de mesures harmonieuses issues de la communauté pour réaliser parmi les hommes une juste répartition du travail et des produits de consommation. Sans cela, la population du pays le plus riche s'asphyxie. Comme le travail nécessaire au besoin de tout est diminué grâce au perfectionnement de la technologie. Le libre jeu des forces économiques ne peut à lui seul maintenir un équilibre permettant le plein emploi des forces de travail. Une réglementation planifiée et réaliste s'impose pour utiliser les progrès de la technologie dans l'intérêt commun. Si désormais l'économie ne peut plus subsister sans une rigoureuse planification, elle s'impose plus encore pour les problèmes économiques internationaux. Aujourd'hui, peu d'individus pensent réellement que les techniques de guerre représentent un système avantageux applicable à l'humanité pour résoudre les conflits humains. Mais les autres hommes manquent de logique et de courage pour dénoncer le système et pour imposer des mesures qui rendraient impossible la guerre, ce vestige sauvage et intolérable des temps anciens. Il faut encore une réflexion approfondie pour dévoiler le système, puis un courage à toute épreuve pour briser les chaînes de cet esclavage. Ceci exige une décision irrévocable et une intelligence dépoussiérée. Celui qui veut vraiment abolir la guerre doit intervenir avec énergie pour que l'État dont il est citoyen renonce à une patrie de sa souveraineté au profit des instances internationales. Il doit se préparer au cas d'un quelconque conflit de son pays, à le soumettre à l'arbitrage de la Cour internationale de justice. Il doit se battre avec la plus grande force pour le désarmement général des États, prévu même par le pitoyable traité de Versailles. Si l'on ne supprime pas l'éducation du peuple par les militaires et par les patriotes belliqueux, l'humanité ne pourra progresser. Aucun événement des dernières années n'était aussi humiliant pour les États civilisés
que cette succession d'échecs de toutes les précédentes conférences sur le désarmement. Les politiciens ambitieux et sans scrupules, par leur intrigue, en sont responsables. Mais partout aussi, dans tous les pays, l'indifférence et la lâcheté. Si nous ne changeons pas, nous porterons la responsabilité de l'anéantissement du superbe héritage de nos ancêtres. Le peuple américain, je le crains, n'assume pas sa responsabilité dans cette crise, car on pense ainsi aux États-Unis. L'Europe va se perdre si elle se laisse conduire par les sentiments de haine et de vengeance de ses habitants. Le président Wilson avait semé le bon grain, mais ce sol stérile européen a fait lever l'ivraie. Quant à nous, nous sommes les plus forts, les moins vulnérables, et nous ne commencerons pas de sitôt à nous mêler des affaires d'autrui. Celui qui pense ainsi est un médiocre qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. L'Amérique ne peut pas se laver les mains de la misère européenne. En exigeant le remboursement brutal de ses créances, l'Amérique accélère la chute économique de l'Europe et donc aussi sa décadence morale. Elle est responsable de la balkanisation européenne et partage aussi la responsabilité de cette crise morale en politique, entretenant ainsi l'esprit de revanche déjà alimenté par le désespoir. Cette nouvelle mentalité ne sera pas endiguée par les frontières américaines. Je devais vous en avertir. Vos frontières ont déjà été franchies. Regardez autour de vous. Prenez garde. Mais aussi de longs discours. La conférence du désarmement signifie pour nous et pour vous la dernière chance de sauver l'héritage du passé. Vous êtes les plus puissants et les moins touchés par la crise. C'est donc vous que le monde regarde et dont on attend l'espoir.